je vais vous parler de performance pour les sportifs. C'est quelque chose qui fait partie de ma recherche depuis une dizaine d'années. Mon activité principale est plutôt autour des équations sur les linéaires, de la physique des basses températures, des atomes froids et ce genre de choses. Et puis un jour, en faisant de l'ordre dans les livres chez moi, j'ai découvert un livre de physiologie de l'exercice qui disait que toutes les fonctions mathématiques pour décrire la physiologie de l'exercice, c'était l'exponentielle, le logarithme et les fonctions de puissance. Donc ça m'a beaucoup intriguée. Et comme je suis plutôt curieuse, je me suis dit, je vais lire ce livre, c'est quand même intriguant que on fasse autant de choses liées à l'homme avec des fonctions aussi simples. Et en fait, la raison, c'est que dès qu'il trouve une courbe, c'est pas très loin d'une exponentielle, donc il colle des exponentielles. Et je me suis dit, si on met des équations, on doit pouvoir arriver à faire des choses. Donc c'est comme ça que je me suis mise à travailler sur ces sujets qui certes consistent à minimiser une énergie, qui est un peu ce que je savais faire dans ma boîte à outils, mais qui était assez loin au départ de mes préoccupations. Voilà. Et de fil en aiguille, comme j'ai raconté ça, ce que je faisais, les journalistes s'y sont intéressés. Et il y en a un jour qui a écrit un article qui ne correspondait pas à ce que j'avais raconté. Et je dis que ce qu'il avait écrit était faux. Il m'a expliqué que c'était faux, mais c'était plus clair. Et donc là, j'ai été très embêtée et je me suis dit, je vais essayer d'écrire moi-même les choses clairement et de façon juste. Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée du livre. D'abord, donc c'est un livre de questions, donc assez accessible, avec des réponses à plusieurs niveaux. Et donc je vais vous parler d'un certain nombre de ces questions ce soir. Donc le livre est sorti en août dernier, il est à vendre en français et je l'ai traduit moi-même. Et il est sorti chez Springer il y a un mois, mais visiblement, la librairie J n'est pas arrivée à l'avoir, mais il est disponible sur Amazon, en tout cas, si vous voulez l'acheter en anglais ou l'offrir en anglais. Voilà. Alors, pour commencer, je vais vous poser juste quelques questions, mais je crois qu'il y a des spécialistes qui, dans la salle, je peux comprendre qu'ils vont tout de suite répondre. Donc, est-ce que vous savez quel est le sport le plus rapide? Oui? Peut-être le squash. Non, non, plus rapide que le squash. Mais je crois qu'il y a un spécialiste dans la salle qui devrait savoir et il faut qu'il ose répondre. Le badminton. Voilà, le badminton. Donc, le badminton, le record de vitesse est à 565 km/h. Il a été d'ailleurs battu en février dernier, puisque dans le livre, la valeur qu'il y est déjà fausse. Donc ça va de plus en plus vite le volant de badminton. Très, très proche, il y a la pelote basque et la balle de golf. Donc, on en reparlera tout à l'heure. La balle de golf est très rapide grâce à cette alvéole. Souvent, les gens parlent du ping-pong. En fait, la balle de ping-pong est très légère, mais comme elle est très lisse, il y a une forte traînée, une forte résistance à l'air et elle va pas si vite. Il y a des sautes de son. Je ne sais pas si c'est parce que je bouge ou c'est... Non. Donc maintenant, l'autre question donc, qui est liée à l'athlète lui-même, quels sont les athlètes les plus rapides? Est-ce que vous avez une idée? Le 100 mètres? Non, le 100 mètres, ils sont à 10 mètres par seconde, enfin, 10 mètres par seconde, 40 km. Oui, les skieurs. Les skieurs de distance. Qui peuvent aller jusqu'à 250 km/h. Alors, souvent, les gens parlent des sauteurs en parachute, mais il faudrait sauter depuis l'espace à 40 000 km pour arriver à atteindre la vitesse des skieurs. Si on saute depuis les montagnes du globe, on n'arrive pas du tout à atteindre la vitesse des skieurs et c'est lié au fait que la résistance de l'air est très, très importante sur un saut en parachute, enfin un saut en parachute avant de parachute. À cause de la position en forme d'araignée, les bras écartés, les jambes écartées, ça crée une... Oui. Comme une personne qui a réussi, en partant de l'espace, à passer le Luçon. Il faut sauter mais à 40 000 km dans l'espace, mais il faut sauter très très haut. On ne peut pas sauter depuis, mais il faut partir avec une fusée. Oui, il a monté en ballon et il a sauté dans le dos. Ah d'accord. Mais c'est pas depuis les sauts en parachute classés. Voilà, il y en a un seul. Et alors maintenant, la dernière question, juste pour après introduire ce que je vais raconter ensuite, quel est le sport où il faut être le plus rapide, celui où on a les vitesses de réaction les plus rapides pour choisir de quel côté il faut aller? Le tennis, très bien. Ouais. C'est pas le tennis, le baseball, puisque les balles vont très très vite et en fait, il faut en 30-40 millisecondes décider si on va partir d'un côté ou de l'autre. Sinon, je vais enlever le micro si ça donc, ce qu'on sait moins souvent, c'est que les athlètes en fauteuil sont plus rapides que les athlètes valides.
Il court le 800 mètres, le 5000 mètres, le marathon à peu près à la même vitesse. C'est que sur les courses très courtes qui vont pas très vite, mais ensuite du 800 mètres au marathon, ils ont à peu près la même vitesse moyenne, qui est très rapide puisqu'ils courent le marathon en 1h17, très en dessous du record des valides qui est autour de 2 heures. Alors, il y a une chose qui est notable, c'est que même ils vont plus vite sur le marathon que sur le 800 mètres, par exemple. Et est-ce que vous avez une idée de la raison, comment ils arrivent à courir le marathon à une vitesse moyenne plus rapide qu'un 800 mètres? Les phases d'accélération rapprochées. Oui, mais les phases d'accélération, il y a quoi? Pas les rotations. Voilà, il n'y a pas de virage. C'est ça la question, c'est que, en fait, les courses jusqu'aux 10 000 mètres se courent en stade, les mêmes stades que les valides. Donc, les stades, c'est des pistes, des lignes droites de 85 mètres et des virages, donc tous les 200 mètres, il y a un virage. Et pour un fauteuil, c'est compliqué, alors que le marathon, c'est en ville, il y a moins de virages, et donc, du coup, ça leur permet d'aller beaucoup plus vite. Donc, les virages, c'est le titre que j'ai choisi pour le livre. Il faut savoir que chez les Grecs, il n'y avait pas de virage. Les Grecs, le stade, le nom stade qui vient de stadion, ça avait 3 significations en grec. C'était à la fois le lieu, c'était le nom de la course la plus courte qui se courait en ligne droite, et c'était aussi la longueur qui était en fait un petit 200 mètres parce que ça correspondait au pied d'Héraclès. Donc évidemment, le pied d'Héraclès n'avait pas la même taille selon la ville où vous étiez. Et les courses suivantes se couraient en aller-retour. Donc, l'aller-retour, ça veut dire qu'on s'arrête et qu'on revient. Et donc, la performance n'y était pas. Il ne faut pas croire que les Grecs cherchaient la performance. Chez les Grecs, ce qui était important, c'était l'agone. C'était le fait d'être le premier pour honorer les dieux. Et donc, en fait, la distance n'était pas mesurée, le temps pas plus, parce que le sablier ne permettait pas de connaître précisément sa performance. Et donc, le fait de faire de l'aller-retour, finalement, ne gênait personne. Ce sont les Romains qui ont introduit les virages, non pas pour l'athlétisme, enfin pour les courses en tout cas, mais pour les courses de chars. C'est les cirques qui ont été les premières pistes sur lesquelles il y avait des virages, et les cirques sont les ancêtres, en fait, de notre stade moderne. Donc, les Romains devaient négocier les virages. On connaît bien les histoires de baignure avec les roues qui partent dans les virages. Donc, il y a une vraie difficulté quand on va vite, que le virage est serré, à arriver à le négocier. Donc, je vous ai mis un patineur pour bien vous faire vous souvenir que plus on va vite, plus on est penché. Donc, les patineurs, les skieurs, les motards, les vélos un peu moins, les vélos sur piste, oui. Plus ils sont penchés, plus ils vont vite, plus ils sont penchés. Alors souvent, on croit que le coureur, lui, n'est pas penché. En fait, si. Les sprinters, qui sont les coureurs les plus rapides, sur des courses de 200 mètres, puisque le 100 mètres est en ligne droite, donc sur les courses de 200 mètres, les coureurs sont penchés en général assez. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est quand je mets la main sur ça grésille. Les coureurs sont penchés d'un angle de 10 à 15 degrés. Donc là, on le voit un petit peu. Et la raison qui est derrière tout ça, c'est la force centrifuge. Donc moi, j'aime bien l'expliquer avec un train. En général, si vous êtes dans un train, vous savez bien que si le train freine, vous êtes projeté vers l'avant. Parce qu'en fait, votre corps va vouloir continuer à aller de façon inertielle là où il aurait dû être si le train n'avait pas freiné. Et dans le virage, c'est la même chose. Si vous ne tournez pas, vous auriez le corps a envie de continuer à être là où il aurait été si vous n'aviez pas tourné, et donc c'est vers l'extérieur. Et donc pour contrer cette force qui vous attire vers l'extérieur, vous avez tendance à vous pencher pour regarder l'équilibre. Et cette force centrifuge est proportionnelle à la masse, au carré de la vitesse et inversement proportionnelle au rayon de courbure. Mais ce qu'on sait plus rarement, c'est que pour un sprinter sur un stade, dont le rayon est 30 cm, la force centrifuge représente le tiers du poids. Et donc, le tiers du poids, c'est énorme dans une performance où il faut essayer d'être le plus rapide. Donc, la question à laquelle moi, je me suis intéressée depuis une dizaine d'années, du point de vue de ma recherche, en tout cas d'une partie de mon temps de recherche, et étant donné une distance qu'on se fixe à courir, comment arriver à faire le meilleur temps, c'est-à-dire à répartir son effort, son énergie, pour à la fin produire le meilleur temps possible. Donc, c'est une question de choix et de contraintes, et le tout, c'est de déterminer justement quelles sont les contraintes et comment on arrive à les mettre en place.
Donc, le modèle qu'on a utilisé, qu'on a développé, parce que, comme je vous l'ai dit, on partait d'une situation très préhistorique où les gens travaillaient avec des morceaux d'exponentielle qui bricolaient, a été de mettre en place un maximum de lois physiques ensemble pour arriver à coupler des équations et déterminer un modèle qui représente à peu près l'humain de façon raisonnable. Donc évidemment, la première loi physique qu'on utilise, c'est la plus habituelle, c'est la mécanique de Newton, donc c'est dire que la variation de la vitesse est égale à la somme des forces. Et donc ça nous met un lien entre la vitesse et la force de propulsion. Alors évidemment, pour un humain, la force de propulsion, c'est quelque chose qu'on ne mesure pas. C'est quelque chose justement qu'on aimerait arriver à déterminer et qu'on va arriver à déterminer avec les autres équations. Donc, il y a une deuxième équation qui est liée au fait qu'on a un cœur. Donc, le cœur bat, transforme l'oxygène en énergie. Et donc, là, il y a une conservation d'énergie qui fait que quand vous produisez une force, elle produit une puissance, qui est la force fois la vitesse. Et cette puissance, elle a deux sources. Elle a une source qui vient de l'oxygène, donc qui est liée au débit d'oxygène que vous transformez en énergie. Alors, pour les spécialistes du sport, c'est la PO2. Et il y a une autre source qui est anaérobie, qui ne vient pas de l'oxygène, donc qui est essentiellement liée à votre alimentation, qui, elle, est un réservoir de taille finie correspondant à la quantité d'énergie disponible dans votre corps. Donc ça fait une équation supplémentaire, mais ça ne nous dit pas encore exactement comment est-ce qu'on va mettre une force de propulsion et surtout, quelles sont les limites à varier la force de propulsion. Parce que, je vous ai dit, l'humain a un cœur, mais il a aussi un cerveau. Et dire qu'on a un cerveau, ça veut dire qu'on ne peut pas varier de façon instantanée en claquant des doigts ou en appuyant sur un bouton l'effort en disant arrêt ou marche. Ça, c'est le robot. Mais l'humain, il a un cerveau qui va transmettre l'information jusqu'au muscle. Et cette transmission d'information, ça représente un effort, une fatigue. Et vous imaginez bien que si je vous dis 10 fois de suite de vous lever et de vous asseoir, c'est pas quelque chose de très énergétiquement qui va vous coûter très cher. Mais à la 10e fois, vous me direz peut-être, le jeu est terminé parce qu'on commence à être fatigué. Eh bien, en fait, il faut imaginer que quand on court, c'est la même chose. Si on varie sa vitesse, c'est pour ça les gens qui font du fractionné, c'est quelque chose qui représente un effort. Dès qu'on varie sa vitesse, ça représente un effort. Et ça représente un effort lié au fait qu'on va transmettre une information du cerveau au muscle. Donc, quelqu'un qui est motivé, il va pouvoir varier sa vitesse, varier sa force de façon que ça lui coûte moins, ou il va pouvoir produire une force plus importante. Et donc, c'est là qu'on a mis une équation qui était nouvelle, je dirais, du point de vue à la fois des mathématiques et des applications, que je suis allée chercher à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, chez des neuropsychologues qui travaillent sur des patients sur lesquels ils étudiaient les effets de la dopamine. Et donc, pour voir l'effet de la dopamine sur des patients malades par rapport à des patients sains, ils ont mis en place une équation de ce qu'ils appelaient de contrôle moteur, c'est-à-dire qui va mettre en place les variations de la force en fonction de l'influx venant du cerveau et de la motivation. Donc, je ne vous ai pas écrit les équations parce que ce n'est pas le but de l'exposé d'aujourd'hui, mais voilà, essentiellement, on a 3 équations et la troisième est vraiment liée à la fois à la motivation et au fait qu'on a un cerveau qui est contrôlé et limiter le mouvement éventuellement. Donc, avec toutes ces équations, pour les mettre en place, pardon? Le micro marche plus. Ça ne marche plus du tout. Bon, c'est peut-être aussi bien comme ça. Vous préférez sans micro ou avec? Pardon? Vous préférez sans ou avec micro? Ça dépend si le micro fonctionne ou Brésil. Là, c'est mieux. Alors. On vous écoute bien. Bon, écoutez, si ça vous va. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui voient à distance, donc ils ont besoin d'avoir des micros. Ils entendent quand même. Si ça dépend, on a des gars. Si vous voulez, de toute façon, c'est vous qui contrôlez le micro à distance. Ça va? C'est les plafonds aussi. Peut-être un problème de branchement. Je vais demander. Je sais pas, moi, si vous voulez faire une pause et vérifier, ou... Bon, écoutez, vous gérez de toute façon à distance. Voilà. Donc, j'ai mes 3 équations qui reposent sur un certain nombre de paramètres, dont la VO2, l'énergie anaérobie, enfin, il y a toute une série de paramètres dans ces équations. Et évidemment, le problème, c'est la question naturelle, c'est de nous dire, mais comment vous les mesurez? Eh bien, je ne les mesure pas, ce qui est beaucoup plus simple pour les connaître, je vais les calculer.
Donc, j'ai eu la chance d'avoir, par la Fédération internationale d'athlétisme, des données extrêmement précises de course en championnat. Donc, c'était en particulier sur les championnats du monde de Munich de 2022. Et on va les avoir pour le championnat d'Europe de Rome qui viennent de se terminer, puisque en fait, c'est une petite start-up française qui s'appelle Matsport qui fait les mesures. Et le patron, pour ceux qui sont intéressés par l'athlétisme, c'est un certain monsieur Paulet, qui est le père du sauteur à la perche qui a fini 5e hier soir. Voilà. Donc cette société installe sur les stades une quinzaine d'antennes. Les athlètes ont des puces sur eux. Les puces transmettent les informations aux antennes. Et à la fin, on a des données de position toutes les 100 millisecondes sur la course. Alors, ça marche pas toujours complètement bien, parce qu'il y a des jours où les antennes transmettent mal les informations, ou les puces transmettent mal les informations. Et quand on prend les positions, on voit que les athlètes sortent du stade, donc ça, c'est pas terrible. Donc, c'est pas encore complètement opérationnel, mais les jours où ça se passe bien, on a des informations extrêmement précises. Et avec ces données de position, on en tire des données de vitesse, donc toutes les 100 millisecondes, ça veut dire que 10 fois par seconde, on a la vitesse de l'athlète. Et avec ça, ben, on va utiliser une méthode d'identification qui va aller chercher tous les paramètres possibles par une optimisation de swarm, c'est-à-dire que le principe, c'est d'avoir des abeilles qui cherchent partout, et l'essaim d'abeilles va se concentrer en général aux endroits où ça marche le mieux. Et donc, grâce à ça, pour aller se rapprocher le plus possible de la courbe de vitesse mesurée, ça va en fait nous déterminer tous les paramètres physiologiques. Donc, c'est assez magique. Les entraîneurs français n'y croient pas. J'étais par contre en Zoom avec un coach de Los Angeles il y a 2 jours qui m'a dit c'est extraordinaire. Donc en fait, c'est un peu religieux de savoir si on croit aux maths ou pas. Les Français disent si vous ne mesurez pas, vous ne pouvez pas savoir. Voilà, donc le fait est, c'est que ça marche bien. Et qu'après, une fois, parce qu'on est obligé de partir d'une course qui existe, mais une fois qu'on est parti d'une course qui existe, ben, on peut varier les paramètres et comprendre énormément de choses. Donc c'est ça que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Donc la première chose que l'on comprend bien, c'est comment on court le 100 mètres. Alors on n'a pas fait de révélation là-dessus, parce que tous les coureurs de sprint savent courir le 100 mètres. Et la façon de courir le 100 mètres, c'est d'abord d'accélérer très fort. Donc, si vous regardez ici, vous avez un tableau du temps pour parcourir 10 mètres. Donc, il diminue, 87, 1,02, 0,93, etc. Jusqu'à atteindre ici 0,85, qui est le temps minimum. Donc, ça veut dire que sur les 60 premiers mètres, l'athlète accélère. Ça, on s'en doute bien. Mais ensuite, 0,86, 87, 88, qui est le temps augmente, ça veut dire que la vitesse diminue. Donc, sur un 100 mètres, ils accélèrent pendant les 60-70 premiers mètres, mais après, ils arrêtent d'accélérer. Et pourquoi? Parce que c'est la meilleure façon de courir. Parce que la meilleure stratégie, c'est de partir à fond pour accélérer le plus possible tout de suite. Mais quand vous accélérez le plus possible et que vous partez à fond, vous ne tenez pas 100 mètres. Donc, en fait, l'idée est de maintenir sa force de propulsion maximale le plus possible, mais la meilleure stratégie, ça reste pourtant une force qui est décroissante. Alors, pas violemment décroissante, hein. Sur un 100 mètres, vous avez vu, les temps sont faibles. Mais pourtant, ça reste quand même la façon de courir, et c'est la meilleure façon de courir jusqu'aux 400 mètres. Ils accélèrent sur les 60-70 premiers mètres, et le reste est en décélération. Donc ça, c'était une observation. Tous les coureurs de 100 mètres savent faire depuis longtemps. Et les calculs montrent, et c'est même un théorème, en fait, que c'est la meilleure façon de faire. Et si vous imaginez que vous dites, OK, moi, je ne vais pas faire comme ça, je vais partir un tout petit peu plus lentement et accélérer sur toute la course, vous n'arrivez jamais à faire un temps aussi. Donc ça, c'était la première information. Alors, la deuxième, on a travaillé plus récemment sur Femke Bol. Alors, si vous étiez devant la télévision hier soir, c'est elle qui a permis aux Pays-Bas de gagner le relais 4x400 mètres pour les Pays-Bas, devant l'Irlande. Donc, Femke Bol, c'est une coureuse de 400 mètres et 400 mètres, la championne Europe, monde, etc., de la distance. Et souvent, les commentateurs disent sur les fins de course, elle est en train de semer ses adversaires. Alors, c'est pas qu'elle sème ses adversaires, c'est qu'en fait, elle ralentit moins. Parce que tout le monde ralentit sur l'arrivée de 400 mètres, sur la dernière ligne droite. Mais en général, elle arrive à moins ralentir. Donc là, je vous ai tracé nos simulations numériques pour Ah, pardon, je voulais juste enlever la souris. Donc, le bleu, c'est Femke Bol, championne d'Europe 2022 à Munich.
Et le rouge, c'est Hudson Smith, Matthew Hudson Smith, c'est un Anglais. Je ne sais pas comment on le fait partir, je ne sais pas s'il part tout seul, si on a. Voilà. Matthew Hudson Smith, qui n'a pas participé au championnat d'Europe à Rome cette semaine pour se réserver pour Paris, donc il sera probablement champion à Paris du 400 mètres. Donc, comment il court, vous voyez, c'est assez différent. Donc, évidemment, les hommes accélèrent beaucoup plus que les femmes, mais quand vous regardez la vitesse à la fin de la course, c'est quasiment la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Boll a beaucoup moins ralenti que Hudson Smith. Si vous regardez aussi, ils accélèrent vraiment au tout début et ensuite, toute la course se fait quasiment en décélération. Donc, ce qu'on est arrivé à déterminer par nos calculs, c'est en fait à quel paramètre physiologique ça correspond le fait qu'on ait une décroissance de force qui est plus ou moins forte. Et ce qu'on est arrivé à voir, en fait, c'est que pour bien courir un sprint, il faut évidemment avoir une grande capacité anaérobie, ça, c'était pas une révélation, mais qu'en fait, Femke Boll avait de son côté une très grande VO2, parce que c'est une coureuse de haie, donc elle a une très grande capacité aérobie à transformer l'oxygène en énergie, et c'est ce ratio qui est différent, en fait, entre elle et le champion masculin. Voilà. Oui. Pardon. Il y a ces petits creux qui apparaissent. Oui, alors, ouais, c'est les virages, évidemment. Oui, pardon. Pour section d'endroit. Donc, ils partent dans un 400 mètres, ils partent dans le virage. Donc, ils partent dans le virage, ils accélèrent. Au bout, à peu près de 100 mètres, ils arrivent à la ligne droite. Donc, ils ont une ligne droite sur laquelle ils vont réaccélérer. Et après, il y a le virage et ensuite la dernière ligne droite. Mais la dernière ligne droite, elle est en complète décélération. Alors, une autre question, pourquoi courir derrière un lièvre permet-il d'améliorer la performance? Donc, toujours pareil, tout part de toute façon des observations, c'est pas les calculs qui vont révéler ce que les gens savent déjà. Donc, sur un athlète bien entraîné, si on lui demande de courir un 400 mètres seul ou d'aller courir derrière quelqu'un qui lui donne le bon rythme, il peut gagner jusqu'à 1 seconde en courant derrière quelqu'un. Et c'est pas un effet d'aspiration ou un effet de vent, ou etc. C'est juste un effet lié au cerveau, lié au fait que courir derrière quelqu'un, on n'a pas à réfléchir à son rythme, on n'a pas à réfléchir à se concentrer sur ce qu'on fait, et donc on gagne en énergie à la fin parce qu'on a dépensé moins d'efforts. Donc ça, c'est vraiment très lié au fait qu'on a un humain et non pas juste un robot sur lequel on mesure de la mécanique. Comment on peut le démontrer, ça? Ah, le démontrer, non, ça se démontre pas. C'est-à-dire que c'est une observation. Enfin, je ne sais pas ce que vous appelez démontrer. C'est-à-dire, ils ont mis des coureurs à courir et ils ont observé, mesuré sur une cohorte de je ne sais combien de personnes que effectivement, en moyenne, il y avait 1 seconde qui était gagnée. Mais l'explication que vous en donnez. Ah, l'explication que j'en donne, c'est mon interprétation du fait qu'il y a un effet psychologique qui est derrière. Et après, numériquement, enfin, dans les simulations, c'est ce qu'on va mettre. On va mettre quelque chose lié au fait qu'à partir du moment où on a quelqu'un devant, ça revient d'une certaine manière à s'accrocher à la personne qui est devant. Alors, en fait, on s'accroche psychologiquement et pas avec les bras. Mais c'est ça qui fait gagner, qui réduit, en fait, l'effort sur l'ensemble de l'essence. Et ça, on a pu le mettre quand il y a quelqu'un devant, mais pas quand on est doublé, parce que quand vous êtes doublé, au contraire, ça ne permet pas, en fait, d'avoir un effet d'attraction. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis dans les équations et qu'on a essayé, je dirais, d'adapter aux données qu'on avait quand les gens étaient derrière. Donc, ce qu'on a pu déterminer, c'est justement l'effet combiné de la force centrifuge et du couloir, puisque si vous regardez la courbe noire, c'est pour un 200 mètres, en des couloirs 1 à 8, plus vous êtes sur un couloir extérieur, moins vous avez de force centrifuge parce que plus le rayon est grand, et donc meilleure est la performance. Par contre, si vous faites une course de 200 mètres avec des voisins, là, il est bien connu qu'en général, quand on est sur le couloir extérieur, le courant aveugle, et c'est moins facile, alors que quand on est sur des couloirs plus intérieurs, on voit des gens devant et ça aide à accélérer. Donc, c'est ce qu'on a vérifié. Les couloirs 4, 5, 6 sont à peu près équivalents en termes de performance. 3, que je ne dise pas de bêtises, regarde, 3 et 7 sont à peu près équivalents, et 2 et 8 aussi, et 1 est très mauvais. Donc, il faut savoir qu'au moment de l'attribution des couloirs, les couloirs sont tirés au sort après les demi-finales sur les 4 meilleurs.
et sont tirés au sort sur 3, 4, 5, 6. Les 2 suivants sont tirés au sort sur 7 et 8, et les 2 derniers sur 1 et 2. Conclusion, il n'y a jamais aucun espoir de voir un gagnant sur les couloirs 1 et 2, puisque ce sont en général les plus mauvais à qui on a donné les couloirs les plus difficiles. Alors, il y a une chose, c'est que quand j'avais raconté ça à la Fédération internationale d'athlétisme, ils ont quand même été sensibles au fait que c'était très injuste finalement d'être en couloir 1. Et donc, depuis à peu près 1 an maintenant, quand les stades sont modernes, ils ont 9 couloirs. Et donc, ils vont mettre les courses en couloir à courir sur les couloirs 2 à 9 et non plus 1 à 8. Ce qui limite, je dirais, l'injustice du couloir 1. Mais par contre, ce qu'on leur avait suggéré aussi, c'était d'éviter le couloir 1 pour toutes les courses qui sont longues, style de 10 000 mètres, mais ça, c'est pas encore au programme. Alors, un autre athlète qu'on a étudié, c'est Jakob Ingebrigtsen, le champion d'Europe du 1500 mètres. Il a gagné hier soir. Et pour ceux qui ont regardé, moi j'avoue que j'ai regardé parce que je me suis dit avec la conf aujourd'hui, il faut que je sache ce qui s'est passé. Donc j'ai regardé à 22h20 hier soir. Il est parti dernier. Il est parti dernier sur quasiment tout le premier. Donc 1500 mètres, c'est à peu près 4 tours de piste, d'accord. Il est parti dernier sur quasiment tout le premier tour. Et il s'est mis à accélérer après. Et il a fini premier. Quand il a doublé, et là, plus personne n'a pu le rattraper. Alors, ce qu'on a pu comprendre, c'est pourquoi ça marche comme ça. Donc, pourquoi ça marche comme ça? Parce qu'en fait, donc, ce qu'on a étudié, c'est, alors, on ne voit pas spécialement, mais enfin, il y a essentiellement 2 courbes à regarder. La courbe bleue, c'est celle qui est tout en dessous au milieu. Donc, c'est sa performance à Munich pour le championnat d'Europe il y a 2 ans. Il part très fort, ça c'est un 1500, on part fort pour mettre en route la VO2, ensuite on se met à une vitesse de croisière, il y a un effet des virages, et puis sur les 2 derniers tours, on va réaccélérer. Ça c'est la stratégie classique. La question c'est combien fort et combien réaccélérer et quelle est la vitesse de croisière. Donc ce qu'on a compris vu les valeurs de vitesse d'Ingebrigtsen, c'est qu'il partait effectivement moins vite, mais pour une bonne raison. C'est que quand on a une cinétique plus rapide, c'est-à-dire une cinétique pardon, VO2, c'est-à-dire que quand le système aérobie se met en route plus vite, la meilleure stratégie, c'est justement de partir un peu moins fort, puisque partir fort, c'est pour mettre en route le plus vite possible le système aérobie. Donc si on a un système aérobie qui, de façon magique tout seul, se met en route rapidement, il n'y a pas besoin de partir fort. Et le fait de ne pas partir fort, ça consomme moins d'énergie anaérobie. Ça permet du coup d'avoir une vitesse de croisière plus importante et d'accélérer après. Donc ça, c'est très clair dans nos simulations. Et après, l'explication, c'est comment est-ce que Jakob Ingebrigtsen arrive à avoir une cinétique de VO2 très rapide. Donc là, on va aller chercher dans l'histoire. Et dans l'histoire, il a un père qui est ancien champion de 1500. Il a 2 frères qui sont anciens champions de 1500. Donc, il a appris très jeune à courir. Et on l'a fait très jeune courir sur des relativement longues distances. Ce qui est rarement le cas de jeunes, je dirais, dans d'autres pays, parce que souvent, les jeunes se mettent à courir et très vite se mettent à faire du foot ou à avoir d'autres sports d'équipe où finalement, ils ne courent pas sur des distances importantes avec un développement de la VO2. Et donc, voilà, le fait est, c'est que Ingebrigtsen a une VO2 plus importante, donc il peut se permettre de partir moins fort, alors que le champion français est parti pendant les 2 premiers tours, et après, malheureusement, ne tient pas la distance. C'est vraiment une stratégie qui est importante. Voilà, donc avec un certain nombre de simulations, on arrive à comprendre certaines choses. Certaines, c'était des choses qui étaient déjà connues et que l'on confirme. D'autres, c'est des choses qu'on explique parce que ça permet d'avoir accès à la physiologie. Alors, ce que je vous... Ah oui, pardon. Donc, en transparent final sur la course, c'est un espèce de résumé de ce qu'on a compris sur la façon de courir. Donc, on a mis en place un modèle de contrôle optimal qui reproduit de manière fiable les performances des champions en prenant en compte à la fois le cerveau et le cœur. Pour du 100 mètres au 400 mètres, qui sont des courses de sprint. Alors, pourquoi ce sont des courses de sprint? Ce sont des courses de sprint parce qu'en fait, la VO2 n'atteint pas sa valeur maximale. Elle est croissante et n'atteint pas sa valeur maximale. Et donc, du coup, la stratégie est de partir à fond et de courir la course en décélération. À partir du 800 mètres, justement, ils atteignent cette valeur maximale. Donc, c'est une course de transition, 800 mètres. Et à partir du 1500, il y a une longue partie de la course où la VO2 a atteint un palier. Et donc, la stratégie, c'est de partir fort pour mettre en route la VO2 le plus rapidement possible, de trouver sa bonne vitesse de croisière et ensuite d'accélérer. Alors, évidemment, si on est parti trop fort, on n'a plus assez d'énergie pour accélérer à la fin.
Et si on n'est pas parti assez fort, c'est comme le lien de la tortue, il est trop tard pour aller rattraper les autres. Donc, cette vitesse de départ et de croisière sont des choses qui sont très importantes. Et l'intérêt, je dirais, des simulations par rapport à des mesures, ou à des big data ou à des mesures sur les athlètes, c'est que ça permet d'avoir une prédiction de l'influence des paramètres physiologiques. Et donc, la conclusion, c'est que de toute façon, suivre derrière quelqu'un qui a le bon rythme, parce qu'évidemment, s'il va trop fort par rapport à vous, c'est pas une bonne idée, mais suivre quelqu'un qui a le bon rythme permet d'économiser de l'énergie et donc du temps, de l'effort et de finir mieux. Voilà, donc ça, c'était ce que je voulais dire par rapport à la course, qui correspond vraiment à mon sujet de recherche. Et j'ai décidé de vous présenter quelques autres questions du livre dans le reste de la conférence. Donc, il y en a une qui est évidemment venue du fait qu'à Paris, il y a beaucoup de Vélib, que les gens montent dessus, et il y en a certains, on a presque de la peine pour eux en ce moment s'ils vont arriver à démarrer, parce que le vélo penche de chaque côté et on a envie de leur dire d'accélérer. Je vous ai mis une citation d'Einstein, la vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Effectivement, si on va très doucement, un coup de guidon à droite, un coup de guidon à gauche, et l'équilibre est bien précaire, alors que dès qu'on accélère, dès qu'on va vite, la question se pose. Donc, il y a deux éléments importants là-dedans, qui sont le fait que pour être en équilibre, par exemple sur un vélo, mais en règle générale, il faut que le centre de gravité soit au-dessus de ce qu'on appelle en mathématiques le polygone de substantation, c'est-à-dire la figure décrite par l'ensemble des points qui touchent le sol. Donc, si vous êtes sur un vélo sur une ligne droite, évidemment, la surface, c'est une ligne droite un peu épaisse et c'est pas très large. Donc, dès que vous avez le centre de gravité qui bascule, c'est très instable. Dès que vous tournez le guidon, vous créez une surface qui est beaucoup plus importante avec le guidon tourné, puisque là, sur la photo, les athlètes arrivent à tenir debout sur leur vélo guidon tourné, donc ce qui montre bien que l'équilibre est beaucoup plus facile puisque garder le centre de gravité au-dessus de cette figure est relativement simple. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on se penche? Quand on se penche pour une raison ou pour un autre, il va falloir tourner le guidon pour exercer une force centrifuge qui va équilibrer le moment du poids. Et la force centrifuge, on l'a vu tout à l'heure, elle est proportionnelle à la carré de la vitesse et inversement proportionnelle au rayon. Donc, si vous avez une vitesse qui est grande, vous pouvez vous permettre d'avoir un grand rayon, c'est-à-dire une faible déviation par rapport à la ligne droite. Alors que si vous avez une vitesse qui est toute petite, il vous faut un tout petit rayon pour contrebalancer ce moment du poids qui vous fait tomber. Et un tout petit rayon, on est bien d'accord que c'est un grand coup de guidon, parce que si vous voulez tourner sur un petit rayon, il faut bien un grand coup de guidon. Donc, du coup, le seul moyen de rétablir l'équilibre, c'est tout de suite, c'est d'éviter de donner des grands coups de guidon et donc d'accélérer. Alors, comme j'ai parlé un peu lentement, je vais peut-être passer vite sur... bon, il y a beaucoup d'informations sur l'endroit où doit être votre centre de gravité, mais je vais plutôt passer au basket. Donc, on dit souvent de Michael Jordan qu'il vole parce qu'il reste très longtemps en l'air comme suspendu. Donc là, l'explication est à nouveau liée au centre de gravité et au fait que le centre de gravité décrit une parabole qui est matérialisée ici par les croix, et la pile. Mais par contre, dès que vous bougez votre corps, vous allez déplacer votre centre de gravité. Donc le centre de gravité qui était à peu près au nombril, si je lève les bras, si je lève les bras si je lève les bras, je déplace ma masse vers le haut. Et si je plie mes jambes, je déplace aussi ma masse vers le haut. Donc si je fais les deux à la fois, je vais déplacer le centre de gravité vers le haut. La seule chose, c'est que quand vous regardez un basketteur, il n'a pas sur son maillot une croix qui indique son centre de gravité. Ce que vous regardez en général, c'est plutôt la tête. Et si le centre de gravité décrit une parabole avec le centre de gravité qui monte sur le corps au moment où on atteint le sommet de la parabole, on se retrouve dans une situation où la tête, elle, reste à la même hauteur pendant un certain temps. Et ce certain temps correspond au temps où vous regardez la tête qui reste à la même hauteur et qui donne cette impression de suspension en l'air. Alors, je vais dire quelques mots des lancers pour justement arriver à la balle de golf. Donc, vous savez bien que quand on lance un objet et que la seule force est le poids, qu'il n'y a pas d'effet de l'air,
La trajectoire, c'est une parabole, et la façon de lancer le plus loin, c'est d'avoir l'angle intermédiaire qui est de 45 degrés. Alors, par contre, s'il y a un effet de l'air, cette affaire n'est plus la même, ou si, pardon, pour commencer, si on lance d'une certaine hauteur, non plus. Alors, lancer d'une certaine hauteur, c'est le cas pour le toit ou le javelot, c'est le cas aussi pour le saut en hauteur, puisque le sauteur va avoir son centre de gravité qui est à 1 mètre et qui finit au ras du sol. Et donc, la question qui se pose, c'est de savoir à ce moment-là, quel est le meilleur angle. Donc, pour un lancer de poids, il se trouve que le meilleur angle, c'est 42 degrés. Mais la question qu'on s'est aussi posée, c'est en fait, quel est le paramètre le plus important qui joue? Est-ce que c'est vraiment l'angle? Parce qu'aller lancer à 42 degrés plutôt qu'à 45, c'est pas forcément totalement évident. Donc là, je vous ai écrit la formule de portée en fonction de la vitesse de lancer V, de l'angle de lancer θ par rapport à l'horizontale et de la hauteur de lancer. Alors la formule n'est pas spécialement jolie, mais elle permet d'être dérivée. Et si vous la dérivez par rapport à la vitesse, à l'angle, à la hauteur, ça vous permet d'avoir une information en fait sur les paramètres qui sont les plus importants. Et c'est là qu'on voit que varier l'angle de quelques pourcents, de 5%, ça fait varier la portée de quelques centimètres. Varier la hauteur de quelques pourcents, ça fait varier la portée de quelques centimètres. Mais si vous variez la vitesse de quelques pourcents, là, vous variez la portée d'1,5 m. Donc, conclusion, c'est pour ça que les lanceurs de poids ne sont pas les gens les plus grands, mais les plus musclés, parce qu'il faut lancer le plus vite possible, et c'est vraiment ça qui est important. Donc, c'est en ça que les mathématiques vont apporter quelque chose, c'est-à-dire que c'est toujours la même histoire. Les athlètes, ils ont énormément de choses à gérer. Et la question est toujours, qu'est-ce que je dois prioriser? Et donc là, en l'occurrence, c'est la vitesse. Alors, pour ce qui est des balles de golf, je vous ai fait un petit dessin sur la force de traînée. Donc, il y a une grande différence entre la traînée d'une balle de ping-pong et la traînée d'une balle de golf. Donc, la force de traînée, c'est la force de l'air qui s'oppose au mouvement. Et il se trouve que sur une balle de golf, il y a des alvéoles. Et les alvéoles, en fait, vont attirer les petits tourbillons qui se forment autour de la balle. Ça va créer comme une peau autour de la balle. Et ce qui va faire qu'en fait, l'effet des tourbillons derrière va être diminué. Donc, c'est assez schématique. C'est pas une vraie simulation. C'est juste pour donner une idée de ce qui se passe. Et il y a même des gens qui, expérimentalement, ont essayé de comprendre quelle est la meilleure alvéole. Donc là, il n'y a rien de prouvé. C'est des tentatives selon les marques de balles de golf. Et ce qui a l'air d'être vrai, c'est qu'il ne faut pas une alvéole qui est trop profonde. Si c'est trop profond, au contraire, ça augmente la traînée. Donc, pas très profond. Mais par contre, avec un angle de cassure qui, lui, est important. Voilà. Donc ça permet d'optimiser, je dirais, la traînée autour de la balle. Et ça fait que, en fait, la traînée autour d'une balle de golf n'est plus proportionnelle au carré de la vitesse comme autour d'une balle de ping-pong, mais à la vitesse elle-même. Et donc, du coup, l'angle optimal pour lancer le plus loin n'est plus 45 ou 42 degrés, mais 11 degrés. Enfin, je dis 11, après, ça dépend exactement du club, de la balle, etc. Mais c'est de l'ordre de 11 degrés, lié au fait qu'on a des équations qui ne sont plus avec une traînée proportionnelle au carré de la vitesse, mais à la vitesse. Alors, par contre, si vous prenez un club très ouvert, là, les trajectoires sont très différentes, sont proches des trajectoires en badminton, c'est-à-dire que c'est des trajectoires qui vont partir quasiment comme une ligne droite et qui vont tomber à nouveau quasiment à l'horizontale parce qu'on est dans une situation où là, la traînée et le poids sont quasiment égaux, égaux plutôt, et donc ce qui crée cette chute horizontale. Alors, quelques mots de la traînée pour les cyclistes. Donc, pour les cyclistes, il y a évidemment l'effet d'être derrière psychologique, mais l'effet le plus fort pour lequel les cyclistes se mettent les uns derrière les autres, c'est évidemment le vent, enfin, en tout cas, la traînée de l'air, puisqu'ils sont à des vitesses beaucoup plus importantes. Donc, c'est beaucoup mieux d'être derrière que devant, mais ce qu'on sait moins souvent, c'est que si on part devant, il vaut mieux avoir quelqu'un derrière que personne. Pourquoi? Parce que si vous avez quelqu'un derrière, vous avez en fait quelqu'un qui prend la place des tourbillons derrière vous, et donc ça réduit la traînée. Donc ça a été mesuré à tel point qu'il y a eu un article sur le Tour de France, et c'est pour ça en fait que les coureurs dans le Tour de France qui font des échappées le font avec des voitures pleines de vélos. Alors il paraît que le mieux c'est entre 8 et 10 vélos sur le toit, parce que quand la voiture a entre 8 et 10 vélos sur le toit et à la bonne vitesse derrière le coureur, là aussi, ça diminue la traînée. Alors, pas aussi bien que s'il y a un coureur derrière, mais quand même un petit peu.
Et comme ils sont à la recherche de la performance optimale, c'est ce qui se passe. Voilà. Donc, c'est pas du tout parce qu'il risque de crever 8 fois et qu'il va avoir besoin de porter de vélo. C'est juste parce qu'il y a une vraie raison scientifique derrière. Alors, les Anglais qui mesurent tout avaient construit en 2012 le vélodrome à Londres pour les Jeux en le chauffant à 28 degrés, ce qui était très inconfortable pour les spectateurs. Et en fait, ils avaient fait ça parce qu'ils avaient calculé que à 28 degrés, la traînée, elle, était réduite à peu près 3%, ce qui a permis d'améliorer les performances à cette époque. Donc, je ne sais pas du tout si à Paris, enfin à Saint-Quentin, ils prévoient de chauffer le vélodrome ou pas. En tout cas, les Anglais avaient fait ça pour cette raison-là, ce qui était d'autant plus inhabituel qu'il y avait rarement 28 degrés à Londres au moment des JO. Voilà, alors je vais finir. Ah oui, non, pardon, le ballon de foot. Donc, quand il y a de l'air, il y a un effet, évidemment, sur une balle qui est en translation, c'est la résistance de l'air. Et si vous mettez la balle en rotation, c'est le fameux effet Magnus des coups francs de Platini, donc, qui est lié au fait que donc, si vous faites tourner le ballon dans le sens, de la gauche vers la droite, et que le ballon va vers la droite, il rencontre l'air, même s'il n'y a pas de vent, il rencontre de l'air. Donc, du coup, la vitesse en haut du ballon, ici, s'oppose à l'air, donc elle est moins grande que la vitesse en bas du ballon qui va dans le même sens que l'air. Donc, si vous créez une différence de vitesse par la loi de Bernoulli, vous créez une différence de pression. Là où la vitesse est grande, la pression est faible. Et là où la vitesse est petite, la pression est plus élevée. Donc, la différence de pression se crée de manière opposée à la différence de vitesse. Et qui dit différence de pression dit une force. Donc, quand vous faites tourner dans ce sens-là, et que le ballon va vers la droite, vous allez créer une force qui dévie la trajectoire, ce qui amène, à une trajectoire spirale qui est ainsi. Alors, évidemment, on ne voit jamais la fin de la spirale, c'est le but, mais pourtant, c'est comme ça que ça se passerait si on n'y avait pas de but. Et de la même façon que l'effet de l'air est réduit à haute température, il est réduit aussi en altitude. Et donc, à Mexico, quand Platini a voulu tirer ses coups francs, il s'en est moins bien sorti que à une hauteur moins élevée, parce qu'en fait, l'effet de l'air est très réduit. Donc, à Mexico, les balles de tennis vont beaucoup plus vite, au sens rebondissent beaucoup plus vite, parce qu'en altitude, il y a la pression atmosphérique est moins importante, et de la même façon, les ballons ont un effet Magnus qui est réduit, et donc, si on s'entraîne à un effet Magnus à Paris, l'effet n'est plus du tout le même quand on est en Allemagne. Donc, pour finir, quelques mots sur la natation. Moi, c'est le seul sport que je pratique dans la vérité. Et j'aime bien nager en terre dans le ciel. Je vais dans une piscine extérieure et en général, je réfléchis à ce que je vais raconter dans les articles d'introduction. Ça m'inspire beaucoup, mais je ne fais pas de performance. Par contre, je vais vous dire quelques mots de notre champion français du bon marchand. Donc, pourquoi vaut-il mieux nager sur l'eau? Ça, la question, elle m'est venue en regardant des enfants qui apprenaient à nager. Les parents sont souvent à leur dire, mais sors la tête de l'eau, sors la tête de l'eau. Alors, évidemment, une légitime question de il faut qu'il continue à respirer, sinon il va s'étouffer. Mais pourtant, un enfant qui apprend à nager et qui reste sous l'eau a compris que c'est la façon d'avancer le plus vite. Pourquoi? Parce qu'en fait, sous l'eau, la traînée, la force de l'eau qui va s'opposer à votre mouvement est réduite par rapport à la surface. Donc, cette force de traînée, elle est composée de 3 parties. La première, c'est la traînée de pression, liée au fait qu'à partir du moment où vous bougez dans l'eau, vous créez une pression qui est plus importante devant vous que derrière vous, et donc ça crée une force qui s'oppose à votre mouvement. Et pour ça, la meilleure chose est de trouver une position la plus élancée possible pour fendre l'eau et ne pas présenter une résistance à l'eau qui est trop importante. La deuxième, c'est le frottement. Le frottement, c'est pour ça qu'ils mettent des bonnets, qui se rasent, qu'à une époque, il y a eu des combinaisons qui reproduisaient la peau des requins. Et la troisième, c'est les vagues. Donc, à partir du moment où un nageur se propulse dans l'eau, c'est comme le canard, il va créer des vagues derrière lui. Et ces vagues se posent également au niveau. Donc, quand vous êtes sous l'eau, la traînée de pression et la traînée de vagues sont à peu près 2,5 fois moins importantes qu'en surface. Ce qui fait que c'est plus facile de nager sous l'eau, de se propulser sous l'eau, de se propulser en surface. Alors, évidemment, une fois qu'on est sous l'eau, la technique de nage n'est pas la même. C'est la technique dite d'ondulation du dauphin, qui est limitée maintenant à 15 mètres, puisqu'il y a eu des records qui ont été battus avec une nage sous l'eau sur 50 mètres. Mais la Fédération internationale de natation
a décidé d'interdire cela et de le limiter à 15 mètres, aussi bien au départ qu'à chaque virage, après chaque virage. Et la question, évidemment, est d'optimiser cette ondulation. Et pour ça, l'ondulation, le principe de l'ondulation, c'est qu'on va donner un coup pour taper l'eau, mais que les tourbillons qu'on crée, les vagues qu'on crée derrière soi, on les utilise pour être repropulsés dans l'autre sens. Et c'est dans ce sens-là que Léon Marchand, notre champion français, est un des meilleurs au monde, puisqu'il arrive à utiliser ces tourbillons qu'il crée pour se repropulser le mieux. Il a une technique assez extraordinaire qui fait qu'à chaque coulée, il arrive à gagner un petit peu sur ses concurrents. Et donc, je vais terminer là-dessus en espérant qu'on le verra gagner beaucoup de médailles à Paris à la piscine. Merci.